Bienvenue dans Salon Patriotique, espace de réflexion et d'analyse. Les phénomènes des influenceurs marquent aujourd'hui un tournant majeur dans la société contemporaine. Portés par la puissance des réseaux sociaux, ils ont acquis une capacité d'influence qui dépasse les simples cadres du divertissement. Leurs paroles façonnent des opinions, orientent des débats et participent à la redéfinition des repères sociaux et culturels. Ces constats justifient pleinement le choix de notre temps car nous vivons une époque où de nouvelles voies issues du numérique s'imposent aux côtés des acteurs traditionnels dans la construction de l'opinion publique. Pour en discuter, nous recevons Blaise Mukenge, youtubeur et vidéaste, suivi par une large communauté et dont la voix résonne particulièrement auprès de la jeunesse. Mais avant d'ouvrir cet entretien, je vous invite à suivre le portrait de notre invité. Né à Kananga et a grandi entre Lubumbashi et Kinshasa, Blaise Mukenge a effectué ses études primaires à l'école primaire CNCC Maramba, puis secondaire à l'IDAP et à l'ISP avant de poursuivre au prestigieux Institut Saouti. Originaire de la République démocratique du Congo, Blaise Mukenge vit actuellement aux États-Unis d'Amérique. Des formations électronicien industriel, diplômé du Technikon natal à Durban en Afrique du Sud, il s'est également spécialisé en informatique, domaine qui nourrit sa passion pour les nouvelles technologies. Blaise Mukenge est ingénieur audiovisuel et technicien du numérique engagé pour la défense de la RDC. Il met également son expertise au service de la promotion de l'image du pays. Éditeur de la chaîne YouTube Africa TV Network, il s'impose comme une voix influente de la diaspora congolaise entre innovation technologique et patriotisme. Aujourd'hui, il est invité à l'émission Salon Patriotique. Blaise Mukenge, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, je suis bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ici au Salon Patriotique. Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours et ce qui vous a poussé à devenir youtubeur et vidéaste? Bon, je vais être un peu bref, dans le sens où je n'étais pas supposé devenir vidéaste et youtubeur en premier lieu. C'est quelque chose qui est arrivé avec les circonstances et ce qui est arrivé au pays avec l'élection de Félix Tshisekedi Tshilombo. De tout le temps, quand j'étais étudiant au Technikon natal en Afrique du Sud, là où j'ai fait l'électronique industrielle, avec bien sûr la passion avec l'informatique, qui a dans le temps venu être introduite dans la société. Alors j'ai développé un peu certains talents dans l'étude des programmes de formation en électronique, je vais dire plutôt en ingénierie audiovisuelle. Alors j'ai travaillé avec l'audiovisuel pendant un temps. Et quand je suis arrivé aux États-Unis d'Amérique, par le besoin qu'il y avait dans la société, n'est-ce pas, d'avoir des régisseurs d'antenne, des réalisateurs, j'ai trouvé que ce que je pouvais avoir à côté comme un supplément à mon travail. Alors, Félix Tshisekedi devient président. J'ai travaillé déjà avec Araf Nguindou de Congo Promo TV où je faisais une émission par mois, 2 émissions par mois, c'est pas régulier. Alors quand Tshisekedi a pris le pouvoir, j'ai vu que les réseaux sociaux ont explosé. Avec de très mauvais contenus, des gens qui sont rentrés dedans, les gens qui ont voulu séparer les familles, qui sont connues depuis très longtemps. À l'époque, l'histoire de Jean de Bandundu du Kasaï, Fayulu Tshisekedi, c'était grave. Je me suis dit que ma voix peut compter, je peux aussi apporter ma touche pour calmer un peu. À partir des États-Unis? Oui, à partir de Houston, au Texas. Là, j'ai commencé Africa TV Network. Et puis, c'était pendant la Covid. Comme on n'avait rien à faire, c'était pendant le confinement qu'on appelle lockdown. Là où j'étais obligé maintenant de trouver des contenus réguliers. On est resté à la maison 4 mois à rien faire. C'est pourquoi je me dis pourquoi pas devenir youtubeur, créer des contenus régulièrement. Donc moi, si c'était jamais la Covid, je ne serais jamais youtubeur à temps plein. Le malheur était bon pour vous. Ouais. Covid était tout est malheur pour nous autres, mais pour vous, c'était
C'était bien parce que ça vous a poussé à innover. Bon, c'est une calamité qui a frappé à l'humanité. Je ne peux pas dire que c'était bien pour moi, mais j'avais tout le temps au devant de moi, disponible pour travailler. Et surtout que avant ça, il y a cette hésitation-là, ces doutes à se lancer dans YouTube à temps plein. Parce que vous savez, quand on va en Amérique, vous devez travailler. Alors quand vous devez travailler, c'est par heure que vous êtes rémunéré. Alors vous devez calculer votre temps et voir comment concilier l'utile, l'agréable, l'essentiel. Justement. C'est le problème. Aujourd'hui, Blaise Mukenge, vous avez tout un réseautage au niveau des réseaux sociaux, notamment YouTube. Vous avez 113 000 abonnés. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à prendre parole publiquement sur les réseaux sociaux. Bon, j'ai découvert que les réseaux sociaux donnent plus de liberté parce que les médias, bon, le télé conventionnel qu'on appelle médias mainstream ont une façon de passer l'information. J'ai compris qu'avec la liberté qu'il y a dans les réseaux sociaux, de passer une information qui n'est pas validée par un conseil de rédaction, j'ai plus de flexibilité et de liberté. Je vois que les gens sont en train de faire le direct, les gens sont 4 000, 5 000. Vous n'avez pas voulu être contrôlé, être suivi de près? Je ne viens pas des médias traditionnels. Vous voyez, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux directement. Je ne viens pas des médias traditionnels. Alors j'ai découvert que les désavantages qu'avaient les journalistes des réseaux, des télévisions conventionnelles, ils étaient limités par les conseils de rédaction. Et puis, leurs contenus suivent leur ligne éditoriale. Alors, la liberté maintenant que vous avez de parler sur les réseaux sociaux et avoir la possibilité d'être suivi au quotidien. Ça, c'est le challenge. Hein? Vous pouvez faire une vidéo aujourd'hui, vous avez 50 000 personnes qui vous ont regardé. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous allez créer comme contenu demain pour avoir la même audience? C'est le problème. Alors, nous, étant engagés en temps plein, nous avons une communauté, nous avons une communication avec l'audience là qui dépend de nous pour recevoir l'information. C'est cette liberté d'expression qui vous a poussé à prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux. Oui, parmi les choses qui m'ont développé. Comment pouvez-vous nous définir les rôles d'un influenceur aujourd'hui? Bon, un influenceur, c'est quelqu'un à qui la jeunesse regarde comme repère, comme référence sur les choses à entreprendre, parce que sur les réseaux sociaux, dont YouTube, c'est plus la jeunesse qui est là-bas. Actuellement même, les grandes personnes sont là-bas parce que vous savez, dans le cas de figure de la RDC, regardez un peu les embouteillages. Les gens ont des véhicules, ils ont acheté des petits moniteurs, des petites télés dans leurs véhicules pour conduire, vous voyez un peu. Ce qui fait que les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Soit ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook ou YouTube. YouTube même préférable parce qu'ils peuvent mettre les chansons et ils peuvent suivre nos contenus que nous diffusons par ces moyens-là. Vous voyez? Mais en quoi est-ce que vous, les influenceurs, êtes différents de leaders d'opinion traditionnels tels que les journalistes et les intellectuels? Les journalistes intellectuels ou les élites, soi-disant, ils sont différents. Donc, ils sont liés, ils sont limités par leur ligne éditoriale et leur tendance. Ont-ils la tendance pour pouvoir ou pour opposition? Vous voyez? Ils ne peuvent pas faire des choses en dehors de leur engagement ou de leur couleur politique. C'est le problème qu'il y a. Alors un influenceur est libre. Il est libre. Il voit une pensée qui peut accrocher. Il trouve les points d'accroche. Il donne sa pensée et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes suivis par des milliers de personnes tous les jours en ligne. Pensez-vous que les influenceurs aujourd'hui, vous avez une véritable responsabilité sociale dans la formation de l'opinion publique? Oui, nous l'avons. C'est laquelle? La responsabilité, c'est canaliser cette jeunesse ici, l'encadrer, lui donner de bons conseils. Ce n'est pas les conseils de toute façon. Les gens qui écoutent en ligne, ils appliquent comme conseils. Nous devons être là à prodiguer des bons conseils aux gens qui nous suivent pour qu'ils ne puissent pas se dérouter de la société. Est-ce que vous l'êtes personnellement, vous? Est-ce que vous bon, moi, ce que je prends souvent, je prends les thématiques politiques, je parle de la géopolitique. Je vois aussi mon expérience personnelle parce que j'ai vécu dans plusieurs milieux. Et je suis aussi polyglotte. Alors, je tire souvent les expériences dans les milieux où j'ai vécu.
Par exemple, à telle époque, à tel endroit, voilà ce qui s'était passé. Voici comment ils ont trouvé la solution au problème posé. C'est dans ce sens-là que moi, je pense que je me donne naturellement aux gens qui me suivent tous les jours ici. Et puis, les retours est très encourageant. C'est des félicitations, des encouragements, des bénédictions et des compliments de la part des followers qui me suivent tous les jours. Alors, comment vous avez fait pour les avoir avec vous? Parce que 113 000, c'est beaucoup, c'est énorme. Comment vous avez fait pour les avoir? Non, ce n'est pas de la magie, c'est la consistance. Moi, j'ai fait l'erreur d'avoir des bons titres. Des bons titres? Oui, des bons titres. J'ai dit ce de quoi je veux parler. Oui. Je ne faisais pas des accros ou des pièges. Vous voyez un peu. Oui. La plupart d'entre nous, bon, ici, les compétents ont raison de faire ce qu'ils font parce que actuellement, sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas le seul qui est en ligne. Vous comprenez? Oui. Il y a des tonnes de personnes qui sont en ligne avec des contenus. Or, une personne a combien de temps dans sa journée? 24 heures. 7 pour dormir, peut-être 2 heures pour se préparer, 1 heure pour manger, l'autre pour se reposer, et puis combien de temps pour regarder les réseaux sociaux? C'est presque 5 heures à 6 heures de temps. Est-ce que la personne sera capable de regarder toutes les vidéos qui sont mises en ligne? Non. Vous devez garder une relation, que les gens se souviennent de vous, que votre contenu est intéressant pour qu'ils reviennent demain. Vous comprenez, moi? Alors, la responsabilité est que quand vous créez un contenu, rendez-le référentiel. Comment? C'est-à-dire, quelqu'un qui a une discussion doit s'inspirer de ce que vous avez dit pour trouver la solution. Même quand les gens discutent entre eux, ils doivent trouver la solution dans ce que vous dites. Vous voyez? Il y a aussi des influenceurs qui parlent comme des prédicateurs. Ils sont comme des pasteurs d'une église. Imaginez, vous êtes en ligne, vous avez 3000 personnes qui vous regardent quotidiennement. C'est comme une église. Vous comprenez, moi? Ils sont là tous les jours, ils font les commentaires. Et même plus, pour vous rassurer davantage, YouTube a une catégorie qu'on appelle la catégorie des membres. C'est une personne qui se fait membre de votre plateforme. Alors, pour devenir membre, la personne met sa carte pour vous payer. Ça dépend qui. Il y en a qui donnent le minimum 5 $, 10 $, 30 $, 50 $, 100 $ le mois sur leur carte. Et ils sont très nombreux. C'est qu'ils donnent de la valeur à ce que vous faites et ils veulent vous soutenir. Ces gens-là sont là réguliers. Ils s'attendent à ce que vous puissiez produire de l'information, du contenu pour qu'ils regardent. Pour le moment, vous faites de l'argent, je vois. Pas nécessairement de l'argent, mais quand on travaille plus, on est dedans, on plaît plus de temps, on en fait un business model. Parce que, rassurez-vous, c'est tout un business. Pour produire une émission, il faut faire des recherches. Vous n'allez pas seulement rêver comme ça, vous commencez à faire des incantations de télévision. Vous allez raconter des salades. Vous allez perdre de l'audience. Moi, la grâce que Dieu m'a faite, je ne suis pas le seul, il y a mon frère Honoré Kabongo, il y a d'autres aussi qui sont dans le monde. C'est que la capacité qu'on a de parler seul en prenant l'audience en haleine. Vous voyez un peu? Il y a des journalistes qui ne vont pas exister s'ils n'ont pas d'invités. L'invité ne vient pas, il devient frustré. Moutou Azawapi, où est-ce qu'il est pour contrôler le contenu? C'est moi-même, n'est-ce pas, qui produit ce que j'ai fait avec mes qualités comme défaut. Mais le public nous regarde, nous juge et trouve que c'est intéressant de rester et demain revenir. C'est quoi votre source d'information? Où vous tirez toutes ces informations? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai suivi une vidéo que vous avez mise en ligne. À peine 2 heures, déjà vous êtes dans les 3000 cas. Bon. Où est-ce que vous tirez toutes ces informations? Moi, pour l'émission que vous avez suivie là, sur le MAG, les MAG des actus éclairés, j'éclaire l'information. J'explicite ce qui se passe. Parce que les médias ont très peu de temps d'antenne. On dit l'essentiel dans un langage des fois qui est des mots qui n'est pas clair. Vous voyez? C'est pour ça qu'on explicite des fois, on va même dans notre lingala, les frangala, lingala français, qui est nos avis, pour bien expliquer les termes que les gens comprennent facilement. Parce qu'avec la télé, même en lingala, tout comme en français, il y a une façon de présenter les choses. Cette façon-là, elle devient un peu de plus en plus obsolète. C'est que les gens ne comprennent pas ce qu'on a dit. Ils ont suivi le débat, ils n'ont rien compris. Alors moi, j'ai mes sources à la source officielle. C'est laquelle? Je regarde les pages officielles des médias locaux du pays, la présidente de la République, les informations immédiates, ce qui se passe sous la toile, et puis je raisonne maintenant. Je mets tout dans un tableau. Ce n'est pas suffisant parce que par moment, nous vous suivons à partir des États-Unis. On se rend compte que vos analyses sont justes. Oui, on analyse sous base de l'information qu'on a reçue. C'est le problème.
ce que vous dites finissent par se reproduire, finissent par arriver. Nous, mais on se dit, nous ne sommes pas... qui vous informe, qui vous appelle à côté pour vous dire voilà vrai. Ce qui se prépare, voilà ce qui se Les gens trame. peuvent nous informer, nous appeler à côté, mais nous ne dépendons pas d'eux pour vivre. C'est la différence qu'il y a. Il y a des gens qui ne peuvent pas quitter leur ligne éditoriale. Ils ne restent que dans cette ligne-là. Ils sont à côté, ils ne sont pas payés. Vous comprenez moi? Moi, je ne suis pas obligé d'inventer les histoires autour du sujet qui est au-devant de nous. C'est que je prends l'information de ce qu'elle est, j'analyse en fonction de la vérité. C'est pourquoi nous franchissons tous les jours au moins, si c'est peu de gens qui ont regardé, c'est 20 000 personnes qui ont regardé. Et des fois, l'émission là en question, je peux faire une rediffusion. La rediffusion, les gens sont encore en direct en train de regarder. C'est que les gens veulent être informés, ils sont accrochés au système et sont habitués à la personne. C'est un peu comme ça que ces choses-là marchent. Mais en ce qui concerne l'argent, l'argent, ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas nécessairement qu'on le fait pour l'argent, hein, il faut le dire ainsi. Mais l'argent aussi nécessaire parce qu'on n'a pas tout le temps sur les réseaux sociaux à communiquer. Alors il faut maintenant avoir une stratégie pour optimiser, avoir au moins un minimum de 20 000 personnes qui peuvent vous garder par jour où vous pouvez vivre. Mais vous égarez aussi des jeunes, vous les youtubeurs, vous égarez aussi les jeunes actuellement. Dans quel sujet par exemple? Comment on égare les jeunes gens? Dans quoi? Vous êtes dans la liberté d'expression, alors tout vous est permis là-bas et vous avez la facilité de dérailler la jeunesse. Oui, ça c'est aussi vrai. Ouais. Ça c'est aussi vrai. Vous êtes plus dans le buzz. Oui, ça c'est aussi vrai parce que les gens créent le buzz. Ouais. Parce qu'avec les buzz là, vous êtes sûr d'être suivi encore demain. Vous allez créer les buzz, n'est-ce pas? Les scandales qui sortent, par exemple, un exemple que je donne, l'affaire Marcelo. C'est tout le monde qui est sur l'affaire Marcelo. Après, l'affaire à la fille, les barrages, la fille de Fachi. Tout le monde est dessus. Ah, tu penses que l'affaire? C'est l'affaire Camère qui est là. Ah, ce sont des affaires comme ça où les gens inventent les histoires. Alors, tellement que tout le monde est dans les flous. Regardez l'exemple de Kinshasa. Quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas de télévision. Mais vous, sur votre téléphone, vous avez les powerbanks. Vous avez les mégas. Même s'il n'y a pas le courant, vous serez informé. C'est pourquoi nous avons compris. Comme tout le monde est accroché aux réseaux sociaux qui sont en quelque sorte la télé entre les mains. Vous voyez? C'est pourquoi les gens créent les contenus de tout genre. Les gens s'insultent. Les gens vont... Ils énervent les mœurs. Et là aussi, pour être à l'aise, ils doivent suivre les injures. Il y a là aussi qui ont trouvé un parti qui est très intéressant, mon frère Bokeh Chouayambo à Bruxelles. Lui, c'est le parti comique. Oui. Non, lui, il injurie par moment. Non, il est très comique, l'injurie. Il est reconnu avec les injures. Non, il est très comique qu'injurieux. C'est la partie comédie qui fait qu'il a un grand monde aujourd'hui qui le suit. Les gens qui veulent le relaxer, les gens qui sont stressés, qui veulent être calmes. Et ceux Bokeh Chouayambo veulent sourire après. Vous voyez? C'est ça lui. Alors, dans vos contenus, comment faites-vous la part entre divertissement, information et engagement citoyen? Bon, moi, je ne divertis pas parce qu'il y a des youtubeurs aussi qui font ça actuellement sur TikTok. Les gens peuvent même danser, même sur X. Parce qu'avec TikTok, il y a ce qu'on appelle les trends. Les trends, on met une chanson qui cartonne. On vous la propose, n'est-ce pas? Et il va chanter dans les fonds. Vous faites tellement les gimmicks et ça passe. Les revenus, vous les partagez avec les propriétaires de la chanson. Ça, c'est quelque chose qui se voit, les gens dansent, divertissent. Mais nous, moi, mon contenu, je n'ai pas le temps de divertissement. Moi, je prends l'analyse, l'information, la géopolitique, j'analyse, et puis je donne l'information que j'ai, que j'espère que mon public n'a pas. C'est un peu comme ça que moi, je pars avec mes initiatives. Votre communauté est surtout composée de jeunes. Vous les reconnaissez? Oui. Comment percevez-vous les rapports au contenu numérique par rapport aux médias classiques? Les jeunes gens congolais surtout, ils sont très engagés dans le contenu numérique. Parce que avec les temps, Dieu merci, qu'il y a la prolifération aujourd'hui des compagnies qui donnent les services à Internet, il y a plus de connectivité les Congolais. Les Congolais, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans passés, ils n'étaient pas aussi connectés qu'ils sont actuellement. Parce que dans le temps passé, je me rappelle, il y avait cette volonté-là de restreindre l'accès à l'Internet. Des fois qu'il y a des manifs qui dérangent le pouvoir, on pouvait même couper l'Internet momentanément pour que les gens ne puissent pas, vous voyez, communiquer et tout ça, c'est un frein. Mais les jeunes actuellement, ils sont très connectés pour besoin d'études, des recherches, de divertissement et dans tout ça. Vous voyez? Alors, maintenant, les jeunes, au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus connectés, ils ont l'accès à voir nos informations et accéder
aux différents conseils que nous leur prodiguons. Ils sont trop accros. Oui, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Avec le mix, la facilité, ils trouvent que avec l'interaction, ils peuvent interagir. Je peux poser une question dans les chats, on peut me répondre. Aussi, il y a un truc que j'ai remarqué dans les autres chats, c'est une communauté. Vous faites l'émission, les gens qui sont dans les commentaires, ils se parlent entre eux. Ils se connaissent même entre eux, ils se donnent même des salutations dans les chats. C'est déjà une communauté. Ils sont habitués à suivre leur émission. Quand vous êtes en direct, ils se parlent entre eux, se donnent des conseils, ils donnent même des informations dans le chat. Quand vous êtes en direct. C'est une communauté qui est créée autour de la plateforme. Alors certains estiment que les influenceurs, c'est-à-dire vous, privilégient le buzz au détriment de la vérité. Comment répondez-vous à cette critique? Non. Ce que nous faisons, nous prenons la vérité, nous la transformons un peu en buzz. C'est pourquoi on donne des titres suspensifs. Ni comédie, point d'interrogation. Vous voyez? Oui. Il vient de fuir. Vous voyez? Je ne veux pas vous laisser deviner le reste, parce que si vous connaissez déjà tout, c'est trop révélateur, vous ne l'allez pas suivre. La question déjà, ça doit être un sujet énigmatique qui vous suspend pour que vous aussi en train de regarder. Je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui créent les contenus par jour. Plus de 1000 personnes. Combien de temps allez-vous à suivre tout ce monde-là? C'est difficile. Je comprends. Alors, c'est pourquoi il faut tout faire. Les informations de réseaux sociaux ne sont pas fiables. Non, pas fiables. C'est teinté de beaucoup de mensonges. Oui, dans le sens où on veut impressionner, on veut accrocher, mais les gens qui suivent les réseaux sociaux savent qui suivre. C'est pourquoi vous allez voir, vous êtes une chaîne, une personne a fait 100 000 views aujourd'hui, demain fait 12 views, demain fait 120, l'autre fait 4 000. Il n'est pas stable. Ça, ce n'est pas une source fiable. Mais il y a des gens qui sont comme des repères. Tout ce qu'ils font là, c'est au moins une quantité de personnes consistantes qui le regardent. On lève par jour, cette personne ici, au moins 12 000 personnes la regardent. Au moins 40 000 personnes la regardent. Je vous donne l'exemple d'un frère à moi, JC Boubenga Bouchala Bouamba, Jean-Claude. Les Congo est à nous. Cet homme-là, quand il est debout, il peut produire une journée 10 émissions. Tout ce qui arrive là, il parle. Et quand il parle, les gens sont en train de le regarder. Et quand ils sont en train de le regarder, ils sont 1500. Ils sont 2000. Ils sont 2000, 3000, 4000. La journée, Moubenga peut vous faire 100 000 personnes qui l'ont regardé. Il a son style à présenter avec un peu de comédie, un peu comme les Kassaïens, un peu de choulou à l'intérieur. Les gens sont intéressés de l'écouter comme ça. Il donne l'information qui a vous dit, demain il y aura plénière, voilà ce qui va se passer. Voilà. Et les gens sont prêts à laisser tout ce qu'il faisait pour le suivre lui. C'est que c'est ça un vrai influenceur. Dites-nous un peu toute la vérité là-dessus. Il y a certaines vidéos sur lesquelles il est écrit, par exemple, Vital Kamere crache du feu sur Félix Tshisekedi. Mais quand vous cliquez dedans, vous y entrez, il n'y a pas Vital Kamere, voilà. C'est peut-être quelqu'un en train de danser. C'est ça le problème maintenant. C'est une politique, c'est une stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Quelqu'un de sérieux comme vous, si vous cliquez à rien, vous n'allez pas vous abonner. Parce que souvent, comment est-ce qu'on reçoit les abonnés? Parce que YouTube a un engin qui crée ce qu'on appelle les tags. C'est pourquoi il faut plus parler en français pour que ces machines-là comprennent ce que vous dites. Ces machines-là font résumer tout ce que vous direz dans votre émission. Va écrire ça dans un langage informatique, un langage codé. Va les mettre dans le titre. Alors, chaque fois que quelqu'un va à un sujet qui est pareil au vôtre, vous allez voir, on repose votre émission. Il n'a pas cherché, hein? Il a suivi notre émission à la télévision. Après, c'est la vôtre qui est proposée. C'est parce que vous êtes exprimé dans le sens où les algorithmes comprennent c'est quoi votre thématique, votre niche sur lequel ils ont compris, ça le propose. C'est en train d'aller comme ça. C'est quoi on vous découvre maintenant. Maintenant, quand on vous découvre avec un sujet comme ça, qui n'est pas intéressant, personne ne va s'abonner. C'est la première action qui se fait. Si une personne vous découvre intéressant, elle va s'abonner et va cliquer la cloche de notification. Comme ça, quand vous serez en direct, la personne sera notifiée. Il y en a qui, c'est simple, ils créent des groupes WhatsApp. Ils ont les administrateurs qui... Mais plusieurs courent derrière le vu. C'est ça, non? Je donne mon lien dans un groupe WhatsApp où les gens qui gèrent les groupes vont diffuser mon lien pour que les gens me regardent. Ça, c'est pour les débutants. C'est pas pour un youtubeur assis comme moi. Moi, je fais pas ça. Les gens qui commencent à peine de commencer, ils partagent le lien dans le groupe WhatsApp, sur Facebook, sur quoi que ce soit. Ils doivent partager. Mais quand vous avez une communauté qui vous regarde quotidiennement, c'est un réseau. C'est un réseau que j'ai établi. Vous allez voir que si vous regardez l'analytique, les statistiques de chaque émission,
vous avez l'incrémentation. Donc chaque jour au moins, vous avez au moins plus de 100 abonnés, plus de 50 nouvelles abonnés. Tout ça vous permet, de grandir. C'est comme ça qu'on grandit sur YouTube. Donc quand vous faites des sujets qui ne sont pas vrais, qui sont vides, quelqu'un qui clique, qui ne va pas s'abonner. Pire que ça, il y a même des gens qui se désabonnent. Se désabonnent pour ne pas tomber sur votre contenu. Ils disent que vous écrirez un sujet qui ne sera pas la réalité. C'est le problème qu'il y a. Vraiment. Alors, avez-vous déjà senti que vos vidéos ou vos prises de position ont déjà influencé un débat ou un comportement collectif? Non, pas... Bon, oui, ça c'est un défi parce que... Jusqu'ici. Des fois, vous faites des émissions, vous sentez les éléments de langage de votre émission sont répandus par les autres. Moi, ça me va de roquette, ça me fait du bien. Donc ça influence les débats. Oui, ça me fait du bien. Que les choses que moi j'ai cherchées, c'est là que je les ai trouvées. Quand les autres les reprennent dans ce qu'ils disent, ça me fait du bien. Ah, vous avez des exemples? Même s'ils ne reconnaissent pas que ça c'est venu de Blaise. Il y en a ceux qui sont aussi reconnaissants, qui vous citent. Normalement, une telle personne a fait une analyse là-dessus, voilà ce qu'elle a dit. Je ne suis pas d'accord avec elle ou je suis d'accord avec elle. Moi, je vais aborder dans un sens ou dans l'autre. C'est très intéressant que les gens vous reconnaissent comme ça, mais la plupart des personnes ne sont pas comme ça. Ils vont seulement s'accaparer de votre production, changer ça, dire ça autrement, comme si ça vient de... Quelle est la vidéo qui vous a plus propulsé? Ah, j'avais fait une vidéo les jours où papa était mort. Là, c'est sur Congo Promo TV. La vidéo là m'a fait au moins, en tout cas, plus de 100 000 personnes qui ont regardé la vidéo. Parce que j'étais le seul qui a fait une émission en français en ligne. Tout le monde était en lingala, quand il est mort en Côte d'Ivoire. Alors, ma émission était parmi les rares émissions qui sont entrées comme ça. Et les gens sont allés comme ça. Là, c'est sur notre chaîne. Mais sur ma chaîne, personnellement... Ah, vous avez aussi une chaîne? Oui, j'ai travaillé avec Congo Promo TV de Raf Nguindou. Là, j'ai fait la vidéo qui m'a rendu un peu célèbre. C'est laquelle? C'est toujours celle-là de Papa Wemba. Papa Wemba. Et puis, Papa Wemba était mort. Okay. Et puis après, j'avais fait une émission, je vais réaliser une émission avec, je pense bien, Georges Mérindi. Georges Mérindi, les jours où on avait libéré Eddie Kapend. Alors, c'est une émission qui a tiré le monde. Chaque jour ici, je la répète, chaque anniversaire de la mort de Musée, c'est beaucoup de gens qui la regardent. Il a donné tant d'informations que c'était intéressant. Et après, il y a des émissions qui explosent sans que même je m'attende moi-même. J'ai fait une émission qui explose comme ça. Et puis, ce qui m'a aussi aidé, ce sont mes libres antennes. Dans mes libres antennes, je ne regarde pas trop les débats. Mais je me tiens à ce que les gens qui appellent à la conférence n'insultent pas, ne prennent pas de position personnelle, qui restent dans les sujets. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pendant beaucoup d'années à avoir beaucoup d'abonnés. Alors, vous êtes aussi résident aux États-Unis. Oui. Quand vous y êtes, est-ce qu'il vous arrive aussi dans vos émissions sur YouTube de faire aussi des analyses sur les États-Unis? Oui, moi je le fais toujours, je prends toujours un sujet. Ou c'est seulement sur la RDC? Non, je prends des sujets informationnels. J'étais de plus en plus panafricain. Actuellement, avec la tendance qu'il y a dans le monde, je commence à rentrer aussi au panafricanisme et un peu à ce qui se passe de manière globale. Parce qu'il faut la mesure d'expliquer que pour tout le monde puisse consommer. Actuellement, nous Congolais, nous sommes cibles de beaucoup de Ouest africains, d'autres compatriotes d'ailleurs. Tout sujet sur la RDC est intéressant. Vous avez remarqué que la plupart des youtubeurs camerounais, ivoiriens, guinéens, ils prennent des sujets congolais qui maîtrisent à peine. Et les gens qui regardent sont des Congolais. Ce n'est pas les gens de leur pays qui le regardent. Je connais un faux Lumumba. On appelle en anglais fake Lumumba. C'est un Kenyan. Il s'appelle Plo Lumumba. Il parle du panafricanisme. Mais quand il parle de Félix Tshisekedi, c'est des termes les plus condescendants que possible. Mais comment est-ce possible? Bon, c'est ce que donc, la thématique RDC est très intéressante. Ça fait nourrir beaucoup de gens qui ne sont pas congolais. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire un peut-être contenu. Pourquoi? Ils disent Congo. Vous allez regarder. Actuellement, là, il y a une campagne, je ne sais pas si vous le savez, qui vient de Congo-Brazza. Ils sont en train d'insulter les Congolais, qui sont eux les Congolais, nous sommes les Aïrois. Ils dessinent des cartes, comment nous sommes divisés, des trucs comme ça. Ce sont eux des Congolais, voilà. Et nous sommes des Aïrois. Nous sommes des Aïrois.
C'est une campagne qui a déjà commencé. Maintenant, ils misent sur nous pour consommer. Nous sommes très nombreux que eux. Vous allez voir quelqu'un qui fait un contenu comme ça, et il a 100 000 views, 200 000. Ce sont nous qui regardons, ce n'est pas eux. Vous comprenez moi? C'est pourquoi vous voyez les gens tels que les Nathalie Yamba par exemple, les Kémy Seba, prendre le thème congolais. C'est pour nous, ça nous est concerné, nous les Congolais, et quelques personnes, de les soldats qui regardons. Mais nous devons être sélectifs dans ce que nous regardons. Évitons que ce contenu-là toxique puisse nous influencer. Je propose aux Congolais de rester plus sur le contenu des Congolais qui sont célèbres. Rester sur comme les frères, par exemple. Il y a un Congolais qui avait en Afrique qui s'appelle là, c'est un ancien boxeur, Mwakasa. C'est un gars qui prend les thèmes panafricains, panafricanistes. Les Congolais qui veulent suivre le panafricanisme, ils peuvent regarder Mwakasa par exemple. Vous êtes aussi suivi massivement quand vous êtes là aux États-Unis d'Amérique. Oui, bon, c'est les États-Unis qui nous fait. La plus grande audience se trouve où? Bon, moi malheureusement, selon mon analytique, j'ai une grande audience en RDC. Et ce n'est pas payant. C'est gratos. Parce que la pub ne passe pas sur les vidéos regardées en RDC. Vous comprenez? Okay. Alors, les Congolais maintenant qui sont aux États-Unis d'Amérique, c'est les premiers pays les plus payants sur YouTube. Les contenus anglophones, c'est les contenus les plus payants. États-Unis, Angleterre, Australie un peu, Canada. C'est les plus payants parce que leurs pubs qui passent sur vos vidéos payent plus. J'aime les gens qui me suivent en Europe. Okay. C'est aussi une très bonne source de revenus, aussi des gens qui sont éparpillés à travers la diaspora africaine. Seulement en RDC, le problème qu'il y a qu'en RDC, YouTube n'est pas convaincu que les Congolais sont consommateurs du marketing digital. C'est pourquoi au Congo, la pub ne passe pas, malheureusement. Les réseaux sociaux offrent une liberté d'expression inédite, mais aussi des risques de manipulation. Comment conciliez-vous influence et éthique? Ça, c'est une très bonne question. Réseaux sociaux, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Parce que quand on parle de la présentation, n'est-ce pas, d'un contenu par un journaliste ou une personne qui parle, il y a des normes qu'il faut suivre. Il faut bien s'habiller, il faut bien parler, il faut avoir une bonne posture. Vous voyez, il y a ces recommandations-là qu'il faut faire. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ça. Il y a plus le contraire. On voit ce qui attire. Par exemple, il y a une dame, par exemple, qui s'habille mal pour que la personne qui regarde puisse regarder et suivre son contenu. Il y a aussi des gens qui sont là, des hommes, qui s'habillent en tenue un peu bizarre. Ça vaut la peine de réguler les réseaux sociaux? Non, c'est impossible, ce n'est pas régulable. Comment ça, les GAFA eux-mêmes ne peuvent rien réguler. Les GAFA, là, je parle de Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Les GAFA ne sont pas régulables. C'est à l'époque où les démocrates américains et les globalistes occidentaux voulaient contrôler le narratif. Ils ont introduit ce qu'on appelle la censure. Quand vous parlez d'un thème qui est contre, par exemple, l'Israël, ou contre le Rwanda, ou les gens qui sont protégés, les contenus là sera bloqué. Vous voyez, on ne bloque plus les contenus maintenant, oui. On bloque, mais il y a des éthiques qui sont mises en place pour leur plateforme. Par exemple, sur X, on peut abattre quelqu'un qui tombe, ce n'est pas un problème. Mais YouTube, ça ne passe pas, YouTube va enlever ça. Quelqu'un est blessé, il y a le sang qui brûle. Sur YouTube, ça ne passe pas, YouTube va enlever ça, mais X va rester. Parce que X pense qu'il faut moins de censure pour attirer les gens. Vous voyez, alors il n'y a pas d'éthique sur les réseaux sociaux, ça il faut oublier. Il n'y a pas d'éthique. C'est pas contrôlable. Il y a un pays, là, récemment, là, il y a un pays où les gens ont fait fouiller les gouvernements. Ce n'est pas, je pense. Ils ont voulu réguler les réseaux sociaux. On a donné un délai que ce gouvernement ne peut pas payer, le gouvernement a fermé. Les gens ont brûlé le Parlement. Les présidents ont fouillé. Les gens sont tellement habitués aux réseaux sociaux. Donc impossible de réguler les réseaux sociaux. Et non, c'est pas régulable. Ils sont différents. Si vous voulez du sérieux, la politique, l'information, elle est sur X. C'est YouTube, c'est aussi l'info, le divertissement. Aussi sur TikTok, c'est là où on se détend. Justement, parce que vous citez TikTok, vous êtes aussi TikToker et sur TikTok, d'après nos recherches, on a découvert que vous faites usage de l'IA. Vous pouvez nous expliquer comment vous y prenez? Je m'y prends comme ça parce qu'il y a très peu de temps devant moi pour produire un contenu sur TikTok. Alors j'ai fait quoi? Je me suis cloné moi-même. On sait ce qu'on appelle BM. Je me clone moi-même. J'ai créé un texte, je donne un bon prompt et puis l'IA va répéter tout ce qu'il y a et puis ça passe comme ça. Je pose sur TikTok selon les thématiques précises.
c'est plus rapide et plus fiable à travers avec les IA dans ce sens-là. Mais ici, chez nous, en RDC, nous avons une connotation un peu biaisée sur l'IA. Ici, chez nous, nous interprétons des choses telles que l'IA ne nous fournit pas des résultats fiables, l'IA ne nous aide plus à raisonner, à réfléchir. Comment réagissez-vous à cette critique-là par rapport à l'IA? Non, c'est une très bonne critique. Hein. Il faut être prudent. Nous sommes une société qui à peine découvre les choses parce que les gens en RDC qui sont connectés sur Internet sont très moins nombreux. Moi, mon souci est qu'il y ait plus de gens connectés sur Internet pour qu'ils puissent gagner. Les plus qu'il y a des Congolais connectés sur Internet, les plus moi je gagne. Les musiciens vont gagner. Les créateurs de contenu vont gagner. Des gens leur regarderont en nombre, en surnombre. Prenez une œuvre d'un musicien nigérien, c'est beaucoup de gens qui regardent dans les millions. Je voudrais que les Congolais soient aussi présents sur le net. Maintenant, avec l'IA, notre pays, certes, la réticence ou le rejet, quasi sans le comprendre, n'est pas très mauvais. Mais il faut expliquer maintenant d'où nous venons. Mettre un peu de contexte. Parce que l'IA est venue comme l'assistance virtuelle. Dans les secrétariats, par exemple. Les assistants, actuellement, les assistants de secrétaires vont disparaître, hein, ces métiers-là, parce que l'IA peut tout vous faire. Vous pouvez l'entraîner à répondre à vos courriers, à répondre à vos emails, à vous alerter. Donc, certains postes sont en voie de disparition. Disparition, donc il faut planifier le monde de travail par rapport aux réalités de demain. Il y a des postes qui vont disparaître, le designer, tout ça, l'infographe. L'IA peut tout remplacer ça, parce que l'IA est très efficace dans le domaine, par exemple, le médical. Donc vous préconisez l'usage de l'IA. L'IA est utilisée. Nous serons obligés d'aller là-bas. L'imagerie, par exemple, dans les labos, c'est l'IA qui aide. Dans l'économie, hein, l'économie, tout ça, dans les banques et finances, pour faire les calculs, tous ces chiffres-là, c'est l'IA qui fait ça pour vous. Mais pas pour vous aider à tricher, par exemple, le devoir. C'est pourquoi les Congolais sont sceptiques. Pas pour vous aider à tricher vos devoirs à l'école, un peu à manipuler. Au lieu de raisonner, faire des recherches, vous comptez sur l'IA. Là, vous serez inapte, vous serez amorphe, vous serez plus capable de produire un contenu authentique. Effectivement. Quel regard, M. Blaise Mukenge, quel regard portez-vous sur la concurrence et parfois la méfiance entre influenceurs et médias traditionnels? Non, il n'y a pas de concurrence, quoi que ce soit. Les médias traditionnels sont en train de migrer vers les réseaux sociaux, comme médium de diffusion, hein, des communications de masse. Moi, il n'y a pas de conflit. Moi, je ne veux pas de conflit. Seulement que certaines personnes sont complexées parce qu'ils ne sont pas en mesure d'attirer autant d'audience qui critiquent les réseaux sociaux. Les youtubeurs, les vrais, c'est là. Vous voyez un peu les gens, la presse rouge, la presse sans cap, la presse sans frein. C'est ça. Ils doivent faire face à la réalité, mon frère. C'est ce qu'il y a. C'est là où le monde est en train de migrer. Tout le monde migre vers là-bas. Monsieur Blaise Mukenge, vous considérez, vous, personnellement, comme un leader d'opinion ou comme un créateur qui partage simplement sa vision? Non, le créateur qui partage seulement sa vision. Vous n'êtes pas un leader d'opinion? C'est très prétentieux de le dire. C'est pas moi de le dire. Vous avez 113 000 abonnés. C'est pas à moi de le dire. Un réseautage que vous gérez du matin au soir. Vous ne voulez pas vous considérer comme leader d'opinion? Ce sera très prétentieux de ma part de dire que je suis leader d'opinion. Quelles sont les difficultés ou pressions auxquelles vous êtes confronté dans votre rôle d'influenceur? Ah oui. C'est la création de contenu. Au quotidien, c'est une charge, hein? C'est une grande responsabilité. Il faut faire votre goût de discernement avant de préparer la création de votre contenu. Et les résultats n'est pas toujours le même parce que là, vous n'êtes pas lié à un contrat de travail. Hein? C'est quelque chose à risque, péril. C'est un peu comme ça. Monsieur Blaise Mukenge, dans notre émission, la voix de la population compte autant que celle des experts. Place maintenant aux questions des internautes juste après ceci.
Nous prenons la première question. Elle est signée Arlette Moulumba. Ok. Arlette dit, Monsieur Blaise Mukenge, dans un pays où les médias traditionnels sont parfois contestés, pensez-vous que les influenceurs sont en train de prendre leur place? Oui, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train de prendre leur place au fur et à mesure qu'on avance. C'est que les médias maintenant de se rendre compte de ça pour adapter les contenus. Nous prenons la deuxième question. La deuxième question, elle est signée Jonathan Marie. Jonathan dit, l'influence, c'est aussi une responsabilité. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans vos contenus pour défendre vos convictions? Bon, moi je suis un peu mesuré. Hein. Je suis mesuré, un peu équilibriste. Et beaucoup de mes followers sont contre ça. Ils veulent que je prenne une position tranchante comme tel autre qui trouve bien percutant. Parce qu'il peut dans une formule ou dans l'autre. Moi, je préfère être dans ma zone de confort, analyser froidement, prendre les choses avec pincette et puis tirer une conclusion. Si vous deviez donner un seul message à la jeunesse qui vous suit présentement, quel serait-il? La jeunesse doit s'éduquer davantage. S'éduquer, être responsable et surtout patriote. Parce que là, nous sommes les salons patriotiques, n'est-ce pas? Oui. Il doit être patriote. Il doit avoir l'amour du pays. Il ne doit pas casser les chaises au stade après avoir perdu un match. Ça, c'est la jeunesse qui a fait Ils ont exprimé leur mécontentement parce qu'ils avaient tout donné. C'est un bien public. Ils avaient tout donné. Ils avaient soutenu cette équipe. L'amour du pays peut vous rendre fou. Mais il faut aller avec responsabilité. C'est un bien commun. Ils doivent respecter les biens communs. Ils doivent être des citoyens qui respectent la loi de leur pays pour que les pays puissent se développer. Il y a aussi leur part de contribution au développement du pays. N'est-ce pas, nous sommes dans les salons patriotiques. Le patriotisme, c'est l'amour du pays, l'amour de la patrie. Les jeunes doivent aimer leur patrie. En tout cas, au-dessus de tout. Au-dessus de tout, les jeunes doivent aimer leur pays, leur patrie. Particulièrement pour les jeunes qui sont à l'est de la RDC où ça crépite à tout moment. Oui. Ils sont sous occupation rebelle. Quel message pouvez-vous leur adresser? Ils doivent être résilients, continuer le combat qui continue. Ils sont victimes. Hein. Ils n'ont pas choisi d'être nés à l'Est. Ils n'ont pas choisi l'ennemi qui les a agressés injustement. C'est pourquoi les policiers congolais disent le Rwanda qui a injustement, n'est-ce pas, agressé la RDC. Vous comprenez? Ces jeunes-là doivent être résilients. Priez Dieu que les circonstances malheureuses ne leur arrivent pas. Monsieur Blaise Mukenge, l'émission touche à sa fin. Avez-vous un dernier mot? Non, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau, notre échange. Je pense que les jeunes Congolais pourront trouver quelque chose d'intéressant dans notre entretien. J'espère ça. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci bien. Merci. Ces débats sur les influenceurs nous rappellent à quel point le numérique a transformé notre société. Les réseaux sociaux ne sont plus des simples outils de divertissement. Ils sont devenus des espaces où se fabrique l'opinion publique, où se transforment des valeurs, où se dessinent de nouveaux leaders. À travers le parcours de notre invité Blaise Mukenge, youtubeur et vidéaste, nous avons mesuré l'impact que peuvent avoir ces nouvelles voix sur la jeunesse et sur le débat public. L'influence est une force, elle s'accompagne aussi d'une grande responsabilité, celle de rester authentique, de transmettre avec éthique et d'orienter vers le changement positif. Merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. Rendez-vous dans un nouvel épisode des Salons Patriotiques pour poursuivre ensemble la réflexion sur les enjeux qui concernent notre société et notre avenir. Merci et restez connectés sur Bravo Télévision, la chaîne de la génération digitale.